On commence donc notre première partie en se posant la question: à quoi reconnaît-on une œuvre d'art? On va voir d'abord dans le grand A qu'il y a deux critères pour définir l'art. Depuis le XXe siècle, les artistes ont de plus en plus tendance, à travers leurs œuvres, à explorer les limites de l'art et à les repousser. Est-ce qu'on fait encore de l'art quand on utilise un produit de consommation courante, comme c'est le cas dans le ready-made, ou quand on fait des performances, c'est-à-dire que l'on utilise son corps à un moment donné pour produire quelque chose que l'on qualifie d'œuvre d'art? Ou bien encore, est-ce qu'on fait encore de l'art quand nos œuvres sont très éphémères, qu'elles durent un temps très court et qu'ensuite elles disparaissent? La Fontaine de Marcel Duchamp est un exemple de ready-made. C'est une œuvre que vous trouverez au centre Georges Pompidou à Paris. Il s'agit tout simplement d'un urinoir que Marcel Duchamp a retourné et qu'il a signé. Comment classer alors ce qui relève de l'art et ce qui ne relève pas de l'art? C'est une question difficile et Arthur Danto, philosophe américain du XXe siècle, mort en 2013, donc très récemment, il utilise deux critères qui nous permettent de reconnaître une œuvre d'art. Le premier critère, Arthur Danto dit que c'est la construction institutionnelle de l'œuvre. C'est un terme un peu compliqué pour dire quelque chose de plutôt assez simple. En fait, il dit que si l'œuvre d'art, elle est exposée dans un musée, si elle est programmée dans une salle de spectacle ou dans un théâtre, si elle reçoit des prix, des distinctions, par exemple en littérature, si elle reçoit le prix Goncourt, ou même si elle est étudiée à l'école, si elle est inscrite dans les programmes scolaires, eh bien, ça veut dire que cet objet, cette chose, est une œuvre d'art parce qu'elle est reconnue comme telle. Mais ça ne suffit pas et Arthur Danto ajoute un deuxième critère, il faut que l'interprétation de l'œuvre d'art soit complexe, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse l'interpréter en différents sens, de différentes manières. À titre d'exemple d'interprétation multiple, on peut prendre le très célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Joconde. La Joconde représente Mona Lisa et son sourire assez étrange, un peu fermé, timide, a fait couler beaucoup d'encre. Comment interpréter le sourire de Mona Lisa? Il faut savoir que ce tableau a été commandé par le mari de Mona Lisa juste après la cérémonie du mariage pour célébrer leur amour. On peut penser qu'elle est timide et c'est pour ça qu'elle est un peu stressée, qu'elle a les lèvres serrées. Ou alors on peut penser qu'elle n'est pas si ravie que ça de s'être mariée, puisque, comme vous le savez, à l'époque, les femmes n'avaient pas vraiment leur mot à dire quant au choix de leur mari. Une troisième interprétation possible, c'est qu'aujourd'hui, avec la photo, on a un petit peu oublié que quand on voulait se faire prendre son portrait en peinture, il fallait rester assis et posé pendant de très longues heures. Et donc, ça pouvait être une position un peu pénible, ce qui ferait qu'elle ait une expression crispée. Quatrième interprétation possible qui est un petit peu plus originale, certains disent que Mona Lisa aurait pu avoir des dents noires ou des dents perdues, ce qui ferait qu'elle serrerait bien les lèvres, elle fermerait bien la bouche pour être sûr qu'on ne le voit pas dans la peinture. Par conséquent, l'œuvre d'art ne nous livre pas sa signification de façon immédiate. Elle nous invite à chercher, à nous questionner sur le monde. L'œuvre d'art ne nous donne pas une vérité toute faite, elle nous pousse à la chercher. Le tableau de René Magritte, intitulé La trahison des images, est très intéressant en ce sens. Comme vous le voyez, il s'agit d'une représentation d'un objet, d'une représentation d'une pipe, avec la phrase inscrite en dessous: Ceci n'est pas une pipe. Alors, comment interpréter ce tableau étrange? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité de l'œuvre d'art ne se trouve pas dans l'objet qui est représenté, mais dans l'acte de la représentation. C'est-à-dire que la phrase de Magritte est juste. Ceci n'est pas une pipe, c'est une représentation, un dessin de pipe, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour fumer, ce n'est pas l'objet réel. Ce qui nous intéresse dans un tableau, c'est la manière dont l'artiste représente la chose. C'est la manière dont Magritte a peint la pipe.
Depuis quel angle l'a-t-il peint? Quelle couleur a-t-il utilisé? Quelle lumière? Etc. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est son point de vue sur la pipe. Ceci étant dit, on peut maintenant passer au grand B et se demander si l'art imite le réel. Par conséquent, l'œuvre d'art n'est jamais une simple copie du réel, puisque l'on fait des choix de représentation. Pour autant, même s'il y a une part de composition dans laquelle l'artiste exprime sa créativité, il faut tout de même qu'il s'inspire de choses réelles. Pour Platon, le fait que l'artiste copie le réel est une mauvaise chose. En effet, il ne fait que restituer l'apparence des choses, sans rien connaître en profondeur de ce qu'il peint. Par exemple, l'artiste va peindre un lit, mais il ne sait rien du tout de ce qu'il faut pour fabriquer un lit. Il ne sait pas, par exemple, quel est le bois le plus solide, le plus adéquat à utiliser. Donc l'artiste est un illusionniste qui trompe les hommes, qui les éloigne de la vérité, selon Platon. C'est pourquoi Platon partait un petit peu en guerre contre les artistes à son époque. Il ne les aimait pas du tout et il voulait tout simplement les chasser de la cité d'Athènes. Il voulait que tous les artistes soient expulsés. Pour montrer que les artistes sont dangereux, Platon raconte une histoire. C'est l'histoire de deux peintres qui font une compétition. Ces deux peintres sont Zeuxis et Pariasus. Tous les deux se lancent le défi de peindre le tableau le plus réaliste possible. Arrive le jour de la présentation de leur tableau et Zeuxis commence. Il apporte la représentation de grappes de raisin, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ces grappes de raisin sont si réalistes qu'à peine posées, des moineaux s'approchent et viennent pour essayer de picorer le tableau. Le tableau de Zeuxis est si réussi que même les oiseaux se trompent. À ce moment-là, Zeuxis est sûr de gagner la compétition. Il s'approche alors du tableau de Parasus et tend la main pour enlever le drap qui le recouvre et découvrir la toile. Et la stupeur, il se rend compte qu'il n'y a pas de drap. En fait, c'était le tableau lui-même qui représentait un drap. Le jury déclare donc Parasus vainqueur, parce que si Zeuxis a réussi à tromper des moineaux, Parasus, lui, a réussi à tromper son concurrent. Platon se sert de cette histoire pour nous montrer que l'art est dangereux puisqu'il nous trompe. Aristote n'est pas du tout d'accord avec Platon. Pour lui, le fait que l'art imite le réel, c'est ce qui fait toute sa richesse. Aristote part d'un constat très simple. Depuis qu'il est tout petit, l'homme a une tendance naturelle à imiter. En effet, c'est en imitant les autres que l'homme apprend à marcher, qu'il apprend à parler. De plus, l'homme prend plaisir à imiter et il est toujours très satisfait face à une imitation réussie. Donc, l'imitation, pour Aristote, est une activité agréable, une activité plaisante pour l'homme. Mais il ajoute quelque chose, il explique que quand on veut imiter, on doit être attentif aux moindres détails du modèle que l'on veut copier. Et donc, en étant attentif aux moindres détails, eh bien, on apprend des choses. On en apprend plus sur ce modèle que l'on souhaite reproduire. Prenons un exemple dans la littérature. Pour changer un peu de la peinture, c'est un exemple que vous devez sûrement connaître, puisqu'il s'agit du roman Germinal d'Émile Zola. Donc, comme vous savez, Germinal, ça se passe dans le nord de la France et ça relate l'histoire de mineurs. Eh bien, avant d'écrire Germinal, Zola s'est beaucoup documenté et il est même allé visiter des mines pour pouvoir écrire le roman le plus précis possible, avec le plus de détails possible, le plus d'exactitude. Et donc, on peut dire que Zola a appris beaucoup de choses sur les mines pour pouvoir imiter la vie des mineurs et donc la copier dans son roman. Grand C, la beauté est-elle objective? La question qu'on va se poser ici, c'est est-ce que la beauté est une propriété objective de l'œuvre ou bien peut-on dire, comme le célèbre proverbe l'affirme, que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas? Pour répondre à cette question, on va voir deux philosophes qui s'opposent. Le premier, c'est Hume. Hume, c'est un philosophe écossais du XVIIIe siècle. Pour Hume, le beau, c'est un sentiment. C'est le sentiment qu'on ressent face à l'objet.
Et comme il s'agit d'un sentiment, eh bien du coup, ce sentiment est subjectif, il est propre à chacun. Par conséquent, il est possible que moi je trouve qu'une œuvre est très belle, alors que pour vous, elle sera complètement laide ou bien elle vous laissera indifférent. On peut s'appuyer sur la citation de Hume: la beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes, elle existe seulement dans l'esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la beauté, ce n'est pas une propriété de l'objet, elle n'est pas à l'intérieur de l'objet, c'est pas parce qu'il a telle ou telle caractéristique précise qu'il est beau, mais la beauté, elle existe dans l'esprit de celui qui la contemple, c'est-à-dire que c'est l'idée, le sentiment, le ressenti de celui qui regarde la chose. Et c'est ce qui fait, et c'est la conclusion de Hume, que chaque esprit, chaque spectateur, chaque individu ressent différemment les choses et les trouve belles ou non. Celui qui s'oppose à ça, c'est le philosophe allemand du XVIIIe aussi, Kant. Pour Kant, alors c'est un petit peu plus compliqué, le beau c'est un sentiment, donc sur ce point il est d'accord avec Hume, mais ce sentiment est universel, ce qui veut dire qu'il est valable pour tous et pour toujours, sans exception. Autrement dit, si moi je trouve que la Joconde est belle, puisque ça repose sur un sentiment qui est universel, chaque être humain de cette planète doit trouver la Joconde belle. De plus, il faut distinguer chez Kant le beau, qui est intellectuel, de l'agréable, qui est sensoriel. En fait, quand on va avoir des avis différents sur une œuvre d'art, quand l'un va trouver qu'elle est plutôt jolie et l'autre non, c'est parce que, dit Kant, on confond l'agréable et le beau. Quand on dit ce tableau me plaît, en fait c'est de l'agréable. Il me plaît d'un point de vue des sens. Par exemple, il est agréable à ma vue, ou bien si je parle d'un morceau de musique, il est agréable à mes oreilles. Ce qui fait que pour Kant, le beau, c'est une propriété intrinsèque à l'objet, à l'intérieur de l'objet, tandis que l'agréable, ça va dépendre des sensations, donc ça va dépendre de celui qui ressent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une beauté intellectuelle? Ça peut paraître un peu étrange. Eh bien, Kant définit la beauté intellectuelle comme quelque chose qui nous semble évident. C'est quelque chose qui nous semble en parfaite adéquation avec le reste, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. C'est un peu difficile à expliquer, mais on peut prendre l'image du coup de foudre. Quand vous avez un coup de foudre pour une personne, vous sentez que votre connexion, que votre relation à cette personne, elle est évidente et vous ne savez pas expliquer pourquoi. C'est juste que ça colle, point. On peut donc retenir cette courte citation de Kant: le beau est ce qui plaît universellement, sans concept. En guise de transition, on peut dire que l'on dispose de quelques critères pour nous permettre de distinguer l'art du non-art, mais il reste toutefois difficile de hiérarchiser les œuvres d'art entre elles à l'aide de critères objectifs. Aussi, pourrait-on essayer de procéder à une classification en fonction des buts visés par les œuvres?